Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, aucune piste n'est écartée afin de renforcer la cohésion sociale. Les résolutions du dialogue national seront employées à cet effet. Parmi celles-ci, on retrouve l'institution d'une journée nationale de prière. L'Ouganda a décidé d'entamer la réhabilitation de son réseau ferroviaire centenaire ce mois de novembre. Un projet qui nécessitera au moins 241 millions de dollars. En guise d'aide, l'Union européenne a accordé une subvention de 21,5 millions d'euros à la compagnie de chemin de fer ougandaise. Et puis, le CHAN 2020 se tiendra du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. Les villes camerounaises qui accueilleront le championnat d'Afrique des nations de football sont connues. Il s'agit de Douala, Yaoundé et Limbe. Mais tout d'abord, les avocats de l'ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, visés par une procédure devant la justice en Côte d'Ivoire, ont annoncé mercredi 6 novembre leur retrait, estimant ne pas pouvoir jouer pleinement leur rôle de défenseur. Charles Blé Goudé est poursuivi en Côte d'Ivoire pour crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre. Une procédure devant la chambre d'instruction du tribunal d'Abidjan qui, après analyse, pourrait ou non transmettre l'affaire pour un procès aux assises. Le dialogue national camerounais qui s'est achevé le 4 octobre 2019 a abouti aux résolutions portant sur le renforcement de la cohésion sociale. Tous les canaux étant bienvenus dans cette quête de cohésion sociale, l'institution d'une journée nationale de prière fait partie des solutions proposées pour mettre un terme à la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-est du pays depuis 2016. Nelly Bessa. Le Cameroun, depuis son accession à l'indépendance, est un État laïque. Une laïcité dont l'harmonie constante entre les adeptes des différentes religions et la collaboration entre l'État et les autorités religieuses ont participé à la pérennisation du climat d'unité nationale sur l'ensemble du territoire. Un vivre ensemble qui a pris un coup avec la venue de Boko Haram en 2014 et la crise anglophone en 2016. Dans ce contexte de résurgence du repli identitaire et du communautarisme, il a été proposé lors du dialogue national l'institution d'une journée nationale de prière pour le développement de la cohésion sociale. Puisque l'essence même de la culture camerounaise, elle est religieuse, et que tous les Camerounais se retrouvent dans une forme de religion, il est donc important de pouvoir organiser une journée nationale de prière. Pour qu'une prière puisse être élevée à Dieu, qui interpelle les consciences, qui interpelle les enfants du même pays, pouvoir se parler, à pouvoir rechercher la paix et à remettre réellement leur destin entre les mains de Dieu. Toujours dans le cadre de la construction d'une nation de paix et de stabilité au Cameroun, la mise en œuvre d'un programme de cours sur la fraternité intercommunautaire, la restauration de la confiance entre communautés et l'engagement civique pour renforcer la cohésion sociale nationale se sont greffés aux propositions fortes résultant du dialogue national. Il est plus facile pour ces hommes religieux d'organiser au sein de leur institution ce qu'on appelle une journée de jeûne et de prière, et dans laquelle ils peuvent, à travers le prêche, faire mention des éléments liés à la coexistence pacifique et le vivre ensemble, véhiculer des messages par rapport à la paix. Question aussi d'avoir des moments de prières interreligieuses ou bien des prières œcuméniques entre, par exemple, les tendances protestantes et catholiques. Depuis le début de la crise anglophone, de nombreuses obédiences religieuses ont multiplié des intentions de prière pour le retour à la paix dans le pays. Au cours de cette année 2019, des journées de prière s'étaient tenues dans tout le pays en prélude à la 47e édition de la fête de l'unité nationale pour le retour à la paix. De plus, la communauté musulmane avait célébré la fête de la Tabaski sous le signe de la cohésion nationale au Cameroun. Au Kenya, les exportateurs de piment chili ne peuvent plus exporter leurs produits en Europe. Ces derniers ont donc décidé de s'orienter vers les pays du Moyen-Orient. Les explications d'Ange Nomenio. Au Kenya, les exportateurs de piment chili s'orientent de plus en plus vers le Moyen-Orient. En raison des restrictions de l'Union européenne sur la pyrale de la pomme, l'insecte le plus dévastateur de ce fruit, ils ont décidé de choisir cette destination pour écouler leurs marchandises. Le nuisible qui se développe à l'intérieur des fruits est classé comme un organisme en quarantaine dans l'Union européenne et sa présence n'est donc pas tolérée dans les cargaisons importées.
La qualité également passe par l'application des bonnes pratiques agricoles et l'utilisation efficiente des différents produits garantissant la bonne santé des produits agricoles. Aussi, il faut noter que les pratiques de récolte, de manutention et de stockage des produits agricoles doivent se faire selon des normes et des normes de qualité pour garantir cette qualité recommandée. 90% des exportateurs qui envoyaient leurs marchandises vers l'Europe se sont déjà tournés vers le Moyen-Orient. Pour de nombreux acteurs, cette stratégie reste moins avantageuse dans la mesure où les prix obtenus sur le marché européen sont plus élevés en raison de la demande importante pour le produit. Il serait intéressant d'encourager l'implémentation des labels de certification à la qualité au niveau des différentes filières agricoles, vu donc d'encourager les producteurs à l'application des pratiques de qualité, moyennant donc des ristournes. Le sous-secteur horticole kényan doit s'adapter aux normes phytosanitaires de ses principaux débouchés d'exportation afin d'améliorer ses perspectives de croissance. L'Ouganda est sur le point de lancer la réhabilitation progressive de son chemin de fer centenaire. Projet qui devrait coûter au moins 241 millions de dollars au gouvernement. Il a été confronté à des difficultés de financement majeures ces derniers mois. La Chine qui devait octroyer une enveloppe de 2,2 milliards de dollars à l'Ouganda pour la réalisation de ce projet. Ce serait pour le moment retracté. Un sujet de la rédaction. Après avoir échoué à obtenir le financement attendu de 2,2 milliards de dollars de la Chine pour la construction de la section ougandaise du projet de chemin de fer régional Standard Gauge Railway, l'Ouganda a décidé d'entamer la réhabilitation de son réseau ferroviaire centenaire ce mois de novembre. Objectif, renforcer le transport de marchandises en vrac. La Chine ne donne pas de la charité. La Chine allait nous prêter de l'argent et nous prête de l'argent. C'est cet argent que nous négocions toujours avec China Exim Bank. Maintenant, Exim Bank est une banque. Comme toute banque, elle prête de l'argent quand elle a les garanties d'être remboursée. Ils n'ont pas changé d'avis. Ils travaillent seulement avec nous pour revoir les chiffres. La réhabilitation sera mise en œuvre par étapes sur plusieurs années. La société française Sogeas Satom se chargera des travaux qui devraient coûter au moins 241 millions d'euros au gouvernement, selon Charles Katiba, le directeur général de Uganda Railways Corporation. En guise d'aide, l'Union européenne a accordé une subvention de 21,5 millions d'euros à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci a également sollicité les prêteurs internationaux pour mener à bien ce projet. En raison du manque d'entretien au fil des années, la majeure partie du réseau est tombée en désuétude. La principale ligne active est actuellement Kampala-Malaba et la courte distance qui sépare Kampala de Port Bell. Les autorités ougandaises négocient avec la Chine depuis plus de 5 ans dans l'espoir d'obtenir des fonds pour créer leur propre succursale SGR. Le projet avait à l'origine été conçu pour relier le port de Mombasa au Kenya à un vaste arrière-pays comprenant l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Rwanda et le Burundi. L'Égypte s'oppose à la poursuite de la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Un projet entrepris par l'Éthiopie il y a 8 ans qui, selon l'Égypte, va poser des problèmes d'approvisionnement en eau dans le pays. Le sujet a été évoqué notamment à Sochi en marge du sommet Russie-Afrique. Les États-Unis se sont proposés pour assurer la médiation des pourparlers. Gladys Mwamba. Le projet hydroélectrique du grand barrage de la Renaissance continue d'alimenter la polémique au nord-est de l'Afrique, déjà confronté à la pression d'une population croissante et aux impacts du changement climatique. L'Égypte craint que sa situation ne s'aggrave avec la fuite de son principal réservoir d'eau, le Nil, dont le pays dépend à plus de 90%. Nous sommes un pays dans lequel le Nil se déverse. Nous dépendons principalement du Nil. Environ 75% des ressources en eau de l'Égypte dépendent de l'eau du Nil qui se trouve hors de nos frontières. En tant que tel, le projet en cours, qui est le fait d'établir des barrages dans les pays dans lesquels se déverse le Nil sans les consulter, constitue un problème, auquel s'ajoute le changement climatique et l'accroissement de la population. L'Égypte s'inquiète pour sa production alimentaire
étant donné que plus de 80% de son eau est utilisée pour l'agriculture et que le pays importe déjà près de la moitié de ses denrées. Une situation qui pourrait se détériorer un peu plus avec la hausse des températures qui oblige les agriculteurs à utiliser plus d'eau pour moins de terre ces dernières années. L'Égypte pourrait ainsi perdre 30% de sa production alimentaire dans les régions du Sud d'ici 2040, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. D'une manière générale, dans toute l'Égypte, la hausse drastique des températures et l'augmentation de la durée et du niveau des aléas climatiques, tels que les vagues de chaleur inhabituelles, augmentent la consommation d'eau des cultures. Ainsi, les quantités d'eau qui suffisaient il y a 20 ou 30 ans ne conviennent plus aux terres aujourd'hui. Nous avons besoin de plus d'eau. Les autorités égyptiennes craignent pour la disponibilité des mètres cubes d'eau, actuellement estimés à environ 570 par personne et par an, et qui devraient tomber à 500 mètres cubes d'eau par personne et par an d'ici 2025, notamment à cause de la construction du barrage de la Renaissance. Ce projet économique se transforme en conflit diplomatique. Une réunion entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie avait lieu ce mercredi 6 novembre à Washington pour tenter une médiation sur cet épineux projet en chantier depuis 2011. Le Burkina Faso a encore été à la cible d'une attaque terroriste ce mercredi 6 novembre. Une embuscade contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne a fait 37 morts et 60 blessés. C'est l'attaque la plus meurtrière enregistrée dans le pays depuis le début des violences djihadistes il y a près de 5 ans. Le prochain championnat d'Afrique des nations de football se déroulera du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. Le ministre camerounais des Sports, Narcisse Moelle Kombi, à l'occasion de la cérémonie d'installation des membres des commissions du comité d'organisation du Chan 2020, a dévoilé le nom des villes dans lesquelles la compétition se jouera, à savoir Douala, Yaoundé et Limbé. Les précisions de Corinne Kamse. Tout se précise pour le prochain championnat d'Afrique des Nations des footballeurs locaux Chan 2020 qui se jouera au Cameroun. La compétition se tiendra du 4 au 25 avril. 3 villes retenues devront abriter les matchs. Il s'agit de Yaoundé avec le stade Omnisport de Fandina, Douala avec le stade de Japoma et le stade de la Réunification et l'Omnisport Stadium de Limbé dans la région du Sud-Ouest. 3 autres stades situés dans ces villes abriteront les séances d'entraînement. Sur le plan organisationnel, les commissions ont pris corps. Nous avons pratiquement installé toutes les commissions déjà. La dernière fois déjà, je crois il y a 2 jours. Nous avons mis également un certain nombre de coordonnateurs de sites. Et la direction du tournoi est en train de prendre le personnel d'appui qui reste pour que nous puissions être vraiment en mode opérationnel pour les mesures de préparation. Parce que jusqu'ici, nous avons été pris par la construction des infrastructures, leur rénovation, la construction des routes. Maintenant, nous sommes en mode vraiment organisation. Selon le directeur de ce tournoi, ce sont au total 6 stades de compétition qui avaient été proposés à la Confédération africaine de football. Seulement, les stades de Bafoussam et de Garoua n'ont pas été sélectionnés. La raison ici se trouve dans le niveau d'avancement, de construction et de réhabilitation de ces infrastructures. On aurait voulu que toute la population participe, que tous les coins de la République vibrent au rythme du Chan. Bon, mais cela ne sera pas forcément le cas pour le Chan, mais comme c'est une préparation pour la CAN, eh bien, ça nous laisse le temps de finaliser tous les autres sites et toutes les autres infrastructures dans les autres villes, quoi. Le tirage au sort de cette 6e édition du Chan aura lieu courant janvier 2020 à Yaoundé. Avec une première édition en 2009, le Chan qui se tient tous les 2 ans met en compétition 16 clubs africains et seuls les joueurs évoluant dans les clubs locaux peuvent y participer. Le Cameroun court encore après un premier trophée détenu pour l'heure par le Maroc, champion en 2018. Dans le reste de l'actualité, ce mercredi 6 novembre, le président bissau-guinéen José Mario Vaz a exigé du gouvernement qu'il a limogé de libérer dans les 24 heures les ministères. Un ultimatum suivi par celui de la CEDEAO qui a donné 48 heures aux nouveaux ministres illégaux du président Vaz pour démissionner. Selon les observateurs, la poursuite depuis plus d'une semaine de ce bras de fer entre le président bissau-guinéen et le premier ministre Aristide Gomez, soutenu par la communauté internationale qui l'a limogé, met en péril la tenue du scrutin présidentiel du 24 novembre 2019.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.